Devant moi maintenant, Ève Lamont. Bonjour, Ève. Bonjour, Catherine. Elle est cinéaste et elle vient de recevoir hier soir un prix de la série des prix Femmes de mérite 2017 de la Fondation Why des femmes de Montréal. Il y avait plusieurs lauréates, dont Ève Lamont, dans cette catégorie, en fait, qui est liée à tout ce qui est audiovisuel, là, j'ai l'impression, Ève. Comment il s'appelait votre prix officiellement? Information et éducation. Information et éducation. C'est pas mal vous, ça? Oui, en effet, ça me ressemble. On peut dire que mes documentaires servent à ça, mais... Oui, je vais rappeler quelques titres. Pas de pays sans pays, c'était sur l'agriculture. Le commerce du sexe, un de ceux qui vous a fait connaître aussi là sur la prostitution. Mais avant ça, il y avait eu l'imposture. C'est peut-être là, moi, c'est à ce moment-là que je vous ai connu un peu plus. Là. Donc, le commerce du sexe puis l'imposture, on peut dire que c'était le problème vu des deux bouts. Exactement. Les deux bouts de l'affaire. Oui, parce que quand j'ai fait l'imposture, je voulais parler du commerce du sexe parce que c'était quand même important pour moi de montrer là, la racine du problème puis mettre les projecteurs sur ceux qu'on voit pas, mais dans le fond qui sont à la racine de tout ça, c'est-à-dire les clients de la prostitution puis ceux qui en profitent aussi, puis qui engrangent beaucoup de profits sur le dos des femmes. Là, on parle des exploitants. Alors que dans l'imposture, on était plus près des femmes elles-mêmes. Oui, mais parce que j'ai rencontré au-delà de 75 femmes à ce moment-là, durant plusieurs années, qui se sont prostituées, des femmes de tout âge, dans tous les secteurs de la prostitution, là, salons de massage, agences d'escorte dans la rue, etc., puis dans diverses régions du Québec. Mais leurs paroles étaient tellement fortes puis riches d'enseignements, parce que moi, je suis partie avec mon hypothèse que c'était pas la vie en rose derrière les rideaux, mais j'ai eu un choc de réalité là, quand j'ai vu vraiment les parcours douloureux qui les mènent à se prostituer, puis les conséquences vraiment désastreuses sur elles. Puis quand j'ai vu que, malgré qu'elles disent souvent c'est mon choix, même quand la plupart du temps, elles ont été dupées pour se rendre là, puis elles ont été appâtées par le chant des sirènes, de l'argent qu'elles vont faire, qu'elles se retrouvent extrêmement pauvres, détruites. Alors, puis c'est ça. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que leur laisser toute la place, puis... j'ai laissé la parole surtout à celles qui étaient dans un processus de sortie de la prostitution parce que c'est à ce moment-là qu'elles sont capables plus de parler puis de se confier parce qu'elles ont un certain recul, puis elles veulent en sortir. Puis là, c'est là qu'on voit comment c'est difficile, qu'il y a pratiquement pas de ressources, pas d'aide pour les aider dans ce sens-là. Oui. Alors ça, c'est du documentaire, est-ce qu'on peut dire engagé? Aimez-vous ce mot-là? Des fois, il y en a qui ne l'aiment pas. Ben, moi, j'ai un problème avec le mot engagé parce que, tu sais, c'est comme une étiquette. Puis je trouve que des étiquettes, bon, en tout cas, dans mon cas, des fois, je trouve que ça me réduit à juste être une porteuse de messages. Je prétends quand même faire des œuvres. Puis aussi engagé, ça veut dire quoi? Tu sais, on peut être engagé pour le Parti libéral, on peut avoir une vision rétrograde et être engagé. Tu sais. C'est une façon de dire qu'une fois que vous vous donnez comme mission de faire parler des femmes prostituées puis que vous y mettez 4 ans, Ève Lamont, des femmes, vous le disiez, là, de 16 à 50 quelques années, là, et que vous dites vous-même, j'ai pas été indifférente, là. C'est que là, à un moment donné, on devient engagé quand on a envie presque de prendre parti pour les gens à qui on veut donner une voix. Est-ce que ce serait ça, la définition? Oui, non, c'est sûr que moi, je développe vraiment... je passe beaucoup de temps avec les personnes que je filme. Je cherche beaucoup à comprendre leur réalité, leur vision du monde, puis je peux dire que je partage leurs déboires et leurs espoirs. Ouais. D'ailleurs, comment vous faites pour gagner leur confiance? C'est le temps, prendre le temps, mais aussi c'est ce que je suis. Face à des femmes qui sont marginalisées, puis qui se sentent stigmatisées, bon, ben, la Ève Lamont qui atterrit devant elles sentent on est sur la même planète, qu'on parle la même langue. Fait que... Pourquoi? À cause du style, à cause de votre personnalité, du fait que vous avez des jolis dreads blonds, là, mais c'est quand même pas juste ça. J'ai eu une vie tumultueuse, moi aussi, puis je sais c'est quoi être, tu sais, je veux dire, je suis une personne qui est très sensible à toutes les questions de pauvreté, de marginalisation, pour peut-être moi-même l'avoir vécu. Fait que...
Puis, je suis une femme, donc quand on parle de discrimination, je sais c'est quoi, la discrimination qui est basée sur le sexe, surtout en tant que réalisatrice. Donc, Mais comme vous recevez un prix là, qui est un peu qui souligne un peu l'ensemble de votre œuvre, de votre démarche, on va en profiter, on va revenir justement à la Ève marginalisée qui décide un jour de changer de bord de l'histoire puis de commencer à documenter des choses. Comment ça s'est passé, Ève? cette envie-là de... Cette envie-là, puis dans quelle situation étiez-vous, puis comment vous avez pris les moyens pour devenir la documentariste? Ah ben, c'est les chemins de travers qui m'ont mené là. D'ailleurs, c'est assez comique parce que moi, j'ai étudié à l'université en sociologie, des études que j'ai pas terminées, mais qui sont le socle je pourrais dire, d'une formation qui m'a permis d'analyser les rapports de force, les rapports inégalitaires dans la société. Mais finalement, j'ai fait un bac en communication dans une spécialisation qui est radio. Mais j'ai jamais travaillé en radio, mais que je trouve un médium formidable parce que ça laisse place à l'information et à l'imaginaire. Mais finalement, j'ai commencé à filmer comme militante. J'étais très militante dans les luttes anti-pauvreté, pour la jeunesse aussi, parce que dans ce temps-là, on avait juste 200 $ par mois, là, les jeunes sur l'aide sociale. Il y avait le RAGE, le regroupement autonome des jeunes. J'étais impliquée dans les groupes féministes, les groupes anti-pauvreté. Je me suis mis à filmer pour ces groupes-là. Ouais. Et parallèlement, je faisais aussi mes études en communication qui m'amenaient à aussi apprendre de plus en plus la vidéo. Ouais. Et puis, j'ai même étudié en électrotechnique puis pour devenir technicienne. Donc, j'ai aussi travaillé comme caméra woman et directrice photo. Une des premières femmes à faire ça au Québec, ça a l'air. Oui, j'ai défoncé le plafond de verre, on pourrait dire, parce que j'ai été dans les premières à travailler dans les salles de nouvelles comme caméra woman à Global News, à TQS, puis comme technicienne aussi pour à peu près tous les médias, puis plusieurs boîtes de prod. Mais parallèlement, ben j'étais une vidéaste, parce qu'à l'époque, on disait vidéaste dans le maquis, qui faisait mes petits films. Mais des petits films qui étaient au service d'organismes communautaires de lutte militante et tout. À quel moment, tout d'un coup, est-ce que c'est peut-être pas tout d'un coup, mais comment de là, tout d'un coup, naît l'idée de faire plus ce que vous avez appelé vous-même, quelque chose qui est une œuvre, quelque chose qui prend du recul, là? En fait, j'essayais parallèlement, puis même si je prêtais ma caméra aux organismes de lutte pour la justice sociale, n'empêche que je faisais des petits films d'auteur quand même. Comme La revanche des sorcières, La bombe économique, En dehors du monde. Et j'ai aussi... donc, c'était des petits vidéos qui circulaient dans le milieu institutionnel et éducatif. Mais je voulais faire des longs métrages documentaires. C'est juste qu'il fallait que j'aie une opportunité. Puis ma première, ça a été à la fin des années 90 à l'ONF, qui est le film Méchant Job sur la question du travail, qui donnait, dans le fond, la parole à des gens qui refusent le travail tel qu'il est devenu, le travail, dans le fond, aliénant et oppressant. Puis c'est des gens qui luttaient pour un revenu de citoyenneté, puis pour... avoir un revenu décent. Fait que j'ai donné la parole encore là aux gens atypiques et... qu'on n'entend pas souvent. Et marginalisés et opprimés, on peut le dire. Puis ce film s'est jamais fait avec l'Office national du film. Je me souviens d'un des commentaires dans le comité de programme qui m'a dit « L'ONF est pas là pour faire l'apologie des gens qui veulent pas travailler et qui vivent au crochet de l'État. » Ah bon? J'ai failli leur répondre paranoïez pas, je ferai pas un film sur vous autres. Puis finalement, ça a pris les productions du Rapide Blanc pour me repêcher. Excusez-moi, je la ris encore. Avec la productrice Nicole Hubert et Sylvain Brabant. Bref, puis ça fait depuis 17 ans que je fais des films avec les productions du Rapide Blanc. Ah oui, c'est là qu'il y a eu... vous vous êtes trouvés, en quelque sorte. Là. Ça a vraiment cliqué, puis ça a été une équipe où tout le monde se comprenait. Ouais. Puis là, le reste, c'est l'histoire, comme on dit des fois. Parce que vos documentaires ils ont réussi à s'installer. Il y en a qui ont été en salle, je rêve pas, là, des semaines, des fois, vos documentaires. Oui, puis je dirais que on a eu des meilleures années quant à l'assistance en salle, parce que quand j'ai sorti Pas de pays sans paysans... ça sortait à l'Excentrice. Ça a passé plusieurs semaines en salle. Oui, je me rappelle de ça. Oui, mais en plus, je pense que ça a été vu quasiment 200 fois dans les salles de cinéma à travers le Canada.
L'imposture, ça a été vu beaucoup. Ça a passé 5 semaines en salle au cinéma Ça a repris l'affiche après, une fois que vous avez gagné un prix. Vraiment, là, j'ai des souvenirs de ça, là, que vos documentaires, il y en a certains qui ont été longtemps en salle. Pour moi, ce qui est intéressant, même si je me sens un peu, je pourrais dire, snobée par l'establishment du cinéma avec des films qui ont dénoncé la prostitution, n'empêche que je vois que le public, puis tu sais, je ne l'ai pas fait dans l'optique que... Ben oui, on veut être vu, c'est certain, là, mais je ne pensais pas que le public serait autant au rendez-vous. Puis que, tu sais, on dit que les films ne changent pas le monde, c'est vrai. On ne peut pas faire la révolution avec un film, là. Mais j'ai changé des perceptions des gens. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit, vu qu'il y a un discours dominant qui vise à banaliser le soi-disant le travail du sexe, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment changé leur vision, des jeunes qui sont venus me voir après les projections, qui me disaient comment que leur couple était en difficulté à cause de la pornographie ambiante, que monsieur n'arrivait pas à s'exciter s'il visionnait pas de la porno, puis qu'il était bien malheureux de tout ça, et qu'en voyant le film, ça leur ferait prendre conscience comment la pornographie a une incidence, pas juste pour les femmes qui sont torturées dans ce milieu-là, mais pour les relations hommes-femmes aussi. En général. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, Ève, on change pas le monde, mais un petit peu quand même. Est-ce que vous iriez même jusqu'à dire que le fait qu'on ait mis tout ça sur la place publique a peut-être aussi contribué à ce que le gouvernement fédéral bouge avec le projet de loi C-36? Bien, je pense que oui, peut-être. Pardon. Je le sais pas, mais ce que je sais pour la loi C-36, c'est qu'il y a eu une commission parlementaire, il y a beaucoup de groupes de femmes qui sont venus parler, dont la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, la Société Elizabeth Fry, il y a aussi la Fédération des femmes autochtones du Canada, Asian Women Against Sex Industry. En tout cas, il y a eu beaucoup de groupes puis de survivantes qui sont allés dire qu'on voulait, qu'elles souhaitaient le modèle abolitionniste calqué sur un modèle suédois qui vise, dans le fond, à décriminaliser totalement les femmes dans la prostitution et à pénaliser les clients de la prostitution et ceux qui les exploitent, là, les proxénètes, etc. Donc, ça a eu vraiment une incidence. Je pense que c'est surtout ça qui a eu une incidence sur la loi. Mais par contre, ce que je peux dire sur un des impacts assez positifs du film L'Imposture que je ne pouvais pas anticiper, c'est que le Conseil du statut de la femme, en 2012, a sorti un avis sur la prostitution qui s'appelle « Il est temps d'agir », alors que précédemment, il avait publié un avis, peut-être quelques années avant, qui ne prenaient pas position, c'est-à-dire profession ou exploitation. Alors là, ils ont vraiment pris position. C'était dans le temps de la présidente Julie Méville-Deschênes et elle m'a contactée, j'ai longuement parlé, j'ai référé des femmes que j'avais rencontrées. Bref, c'est beaucoup inspiré dans leur avis. Il y a beaucoup de citations du film, de moi-même et des femmes qui sont dans mon film. Alors là, pour moi, là, c'est clair, il y a une incidence directe. Oui. Et ça a valu dans tout le dossier de la prostitution. Dans Pas de pays sans paysans, c'est toutes les questions d'agriculture au Québec. Là, on voit que Marc Séguin fait un film un peu sur les mêmes questions. Qui sort là, ces jours-ci. Il y a des sujets qui sont jamais finis en même temps. Hein? Ah oui, il y a des affaires tellement décourageantes. Pas de pays sans paysans, là, tout ce qui est documenté là-dedans, là, c'est encore le cas. Je veux dire, on a encore des pesticides qui sont déversés dans les champs. Les fermes continuent de disparaître. Les agricultrices sont dépossédés. Les sols s'appauvrissent. Et puis, le problème principal, c'est une agriculture, dans le fond, qui n'est pas souveraine, qui vise à produire toujours plus. Pour pas cher. Pour pas cher, puis en compétitionnant sur les marchés mondiaux, alors qu'on a tout ce qu'il faut ici pour être autosuffisant puis avoir une agriculture digne de son nom. Quand on pense, il y a 75 ans, là, je veux dire, tout était bio au Québec. Là, on n'appelait pas ça bio, mais... fait que, ça l'était parce la chimie n'était pas encore entrée là-dedans. C'est ça. Fait que, donc, c'est possible, puis on nourrissait, je veux dire, les gens. Donc, bref, puis le pire là-dedans, c'est que moi, ce que j'ai documenté, c'est des gens qui me prouvent que c'est possible de faire autrement, puis des citoyens qui appuient tous ces producteurs, productrices-là qui cultivent autrement, puis qui contestent les OGM et tout ce qui détruit la planète et notre santé. Donc, ça se peut, mais le problème, c'est les gouvernements qui soutiennent pas ces initiatives-là puis qui financent à la place une agriculture industrielle et polluante.
Ouais. Alors, Ève Lamont, c'est pas terminé. Vous manquerez pas de travail pour les prochaines années. Ce prix-là, pour nous, c'est l'occasion de faire un genre de petit retour sur le passé. Dans l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que c'est la coop de ma mère? Ah, la courbe de ma mère, j'espère que ça va être financé. C'est tellement dur de faire financer nos projets par les temps qui courent, là. Je peux dire que les cinéastes, là, avec toutes les coupures dans la culture, on en arrache. Et là, je me croise les doigts parce que moi, je suis native de Gatineau et puis j'ai essayé de partir un projet sur le ruisseau des squatteurs. J'ai essuyé 6 refus. Qu'est-ce que c'est le ruisseau des squatteurs? Le ruisseau des... Ben là, je vais répondre à votre question, excusez-moi. La coop de ma mère, c'est un projet en développement. Dans une coopérative d'habitation, pour moi, le logement social, c'est très important. C'est un beau cas de figure parce que c'est la coop où habite ma mère. Pour vrai, là, la vraie de vraie mère d'Ève Lamont. Oui, exactement. Qui s'appelle Rachel Gaudreau, pour ne pas la nommer. Bonjour, Rachel. Oui, bonjour, Rachel. Peut-être qu'elle écoute. Et c'est un beau modèle de vivre ensemble parce que c'est une coop très, je dirais, intergénérationnelle, interculturelle. Et on sait que dans les coopératives, c'est des modèles de gouvernance autogestionnaire. Alors, ça appelle à, je dirais, la solidarité puis l'entraide. Okay. Et donc, c'est un film qui aurait une certaine lumière, un certain espoir, là, un modèle intéressant à regarder. Puis Le ruisseau des squatteurs? Le ruisseau des squatteurs, ça, c'est un film qui était prêt à aller en production, que j'ai filmé déjà parce que c'est un projet pilote sur le bord d'un ruisseau qui est en plein centre-ville de Gatineau, où, pendant plusieurs années, des sans-abri, des mal-logés ont occupé les rives. Et ça a été autorisé par la ville. Et malheureusement, ils ont mis fin à ça. Moi, j'ai documenté tout ça. Puis là, je veux revenir là-dessus en faisant des liens avec l'histoire du mal développement du centre-ville de Gatineau, qui s'appelait Hall à l'époque, où il y avait des sans-abri, puis qui, justement, allaient vivre qui bâtissaient des cabanes dans les années 30, 40 et 50 pour survivre et qui ont été évincés aussi. Alors, il y a un beau parallèle, je dirais, historique, social Puis sur ce qui s'est passé dans les années 30, il y avait de la documentation photo que vous pouviez utiliser? Oui, c'est ça. Mais tu sais, ce projet-là, là, à chaque fois, je l'ai soumis comme ça au Conseil des arts, etc. Ça a été hautement recommandé, mais ça passe pas. Parce qu'on n'a plus assez d'argent. Il y a trop de projets qui sont recommandés. C'est atroce. Là. J'ai essuyé 7 refus. Là. J'ai jamais essuyé autant de refus pour un aussi beau projet. C'est ça. Donc, depuis 3 ans, j'essaie de partir des projets, mais comme bien des cinéastes, je rame pour avancer. On avait fait un genre de cri du cœur sur la situation du documentaire au printemps à l'émission. Là, je comprends que ça s'améliore pas tant que ça. Mais entre-temps, j'espère que ce prix-là va encore réveiller d'autres personnes parce en tout cas, c'est des trésors, là, des documentaristes qui passent autant de temps, aussi peu payés, on va le dire, là, à faire du travail de terrain comme vous. Donc, c'est le prix Femmes de mérite 2017 de la Fondation Why des femmes. Et c'est vous qui avez remporté celui dans la catégorie Éducation et Information pour l'ensemble de votre cinéma. Donc, Ève Lamont, documentariste, merci beaucoup d'être venue en studio ce matin. Tout le plaisir est pour moi, vraiment. À la prochaine. Merci. Bye bye.